Les soldats d'élite de la Corée du Nord, autrefois redoutés, disciplinés et apparemment indestructibles. Du moins, c'est ce qu'on nous a laissé croire. Mais aujourd'hui, ils sont sacrifiés en Russie, et pas de la manière dont vous pourriez vous y attendre. Jetés sur un champ de bataille dominé par les drones, les satellites et la guerre pilotée par l'intelligence artificielle, les forces nord-coréennes n'étaient pas seulement mal préparées, elles étaient dépassées. Des rapports indiquent que ces soi-disant combattants d'élite sont discrètement retirés du front. Pourquoi? C'est l'humiliation militaire de la Corée du Nord exposée au grand jour. Restez avec moi, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir, Pyongyang ne veut pas que vous le sachiez. Pendant des décennies, les soldats d'élite de la Corée du Nord étaient entourés de mystères, formés dans des conditions extrêmes, forgés pour une loyauté infaillible et sélectionnés parmi les plus dévoués de l'armée populaire de Corée. Pour les étrangers, ils étaient des figures insaisissables, rarement aperçues ou interrogées. Mais aujourd'hui, ils se sacrifient en Russie. Pour comprendre comment les forces nord-coréennes en sont arrivées là, nous devons remonter à la guerre froide, époque où une alliance obscure a vu le jour. Durant l'ère soviétique, Pyongyang et Moscou étaient liés par l'idéologie, le commerce et la coopération militaire. Moscou était le soutien vital de Pyongyang, lui fournissant des armes, du carburant et une aide économique en échange d'un soutien indéfectible contre l'Occident. Même après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ce lien a persisté. La Russie, isolée par les sanctions, appréciait les alliés qui ne posaient pas de questions. Et la Corée du Nord, en quête d'armes, de carburant et d'argent liquide, a conclu l'accord. Les services de renseignement américains et sud-coréens indiquent que depuis l'année dernière, la Corée du Nord a expédié à la Russie au moins 1000 conteneurs de munitions, des balles, des roquettes et des obus alimentant la guerre en Ukraine. Et ce n'était pas tout. Fin 2023, des rapports faisaient état de l'envoi discret de 10 000 à 12 000 soldats nord-coréens en Russie sous contrat de travail. Officiellement, ils étaient là pour travailler comme ouvriers du bâtiment, reconstruisant des villes, creusant des tranchées et renforçant les défenses russes. Mais officieusement, beaucoup de ces travailleurs étaient en réalité des soldats formés, certains, paraît-il, issus du redouté Bureau de reconnaissance de l'armée populaire de Corée, experts en sabotage clandestin et en infiltration. Pourquoi Kim Jong-un aurait-il accepté cela? Par désespoir. Les sanctions internationales ont asphyxié l'économie de Pyongyang, limitant sa capacité à importer du carburant, des machines et même des produits de première nécessité. En échange de cette main-d'œuvre, la Russie aurait offert de la nourriture, des technologies militaires et des devises fortes, essentielles pour maintenir le pouvoir en place. Pourtant, ces troupes nord-coréennes étaient totalement dépassées. Leur dernière véritable expérience de combat remontait à la guerre de Corée, il y a près de 70 ans. Elles étaient formées à des tactiques de guérilla désuètes, alors que les champs de bataille modernes en Ukraine étaient un défi tout à fait différent. Que s'est-il passé ensuite avec les drones et l'artillerie de précision qui redessinent la guerre? Restez à l'écoute. Nous allons plonger plus profondément dans cette histoire en pleine évolution. La guerre en Ukraine ne se résume pas aux fusils. Les drones planent, observent, attendent. Les frappes d'artillerie guidées avec précision arrivent sans avertissement. Le champ de bataille vibre au rythme des machines qui décident de la vie et de la mort en quelques secondes. Pour les troupes nord-coréennes, c'est une guerre au-delà de tout ce qu'elles ont connu. Elles s'attendaient à des combats de tranchées, des escarmouches rapprochées, des tactiques de guérilla. Au lieu de cela, elles ont pénétré un champ de bataille dominé par la technologie. Et elles n'étaient pas prêtes. Commençons par les propres troupes russes. Le Kremlin s'est appuyé sur des conscrits mal formés, à peine équipés, pour garnir les lignes de front, de la chair à canon. Poutine croyait que les soldats d'élite nord-coréens allaient renverser la situation en combattant avec discipline, force et stratégie. Il s'est trompé. Les forces nord-coréennes sont préparées pour une guerre qui n'existe plus. Leur doctrine militaire est restée figée dans les années 50, façonnée par la guerre de Corée, basée sur les embuscades, les tunnels et les assauts humains en vagues successives. Leurs meilleurs soldats, excellents dans les missions furtives, mais pas dans les batailles à grande échelle et à haute technologie.
Or, les lignes de front en Ukraine ne sont pas les jungles et les montagnes de Corée. Il n'y a aucun abri face aux attaques aériennes. L'Ukraine, soutenue par ses alliés occidentaux, dispose de milliers de drones de reconnaissance et d'attaque, de petits tueurs silencieux qui traquent et frappent avec précision. Aucune chance de s'adapter. Contrairement aux groupes de mercenaires russes comme Wagner, qui ont appris à la dure, les troupes nord-coréennes ont été jetées au combat à l'aveugle. Leur formation d'époque soviétique mettait l'accent sur la furtivité et le camouflage. Mais la guerre moderne est différente. Les capteurs infrarouges et le ciblage assisté par intelligence artificielle rendent la dissimulation inutile. Un ancien officier des forces spéciales ukrainiennes l'a dit sans détour. Ces soldats nord-coréens semblaient perdus. Ils ne comprenaient ni les drones, ni les bombardements, ni la vitesse du combat. C'était comme envoyer une armée d'un autre âge dans une guerre futuriste. L'arme la plus meurtrière de cette guerre n'est pas un fusil, c'est un drone. Les drones voient tout. Ils traquent, identifient et frappent avec une précision mortelle. Et les troupes nord-coréennes n'en avaient jamais affronté auparavant. Sans expérience face à la guerre de précision, leur réaction était prévisible. Peur, confusion, panique. Certains ont même tiré sur leurs propres alliés, les prenant pour l'ennemi. D'autres ont abandonné leur position, du jamais vu pour des soldats nord-coréens formés à l'obéissance absolue. Certains ont préféré la mort à la capture. Une transmission militaire russe interceptée résume le désastre. Ils n'écoutent pas. Ils ne comprennent pas les ordres. Ils ne se battent pas. Ils fuient ou se font tuer. Un échec total. Mais la défaite nord-coréenne est-elle due à un entraînement dépassé? Ou bien cette mission était-elle vouée à l'échec dès le départ? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Depuis des décennies, la Corée du Nord entretient le mythe d'une armée invincible, des guerriers endurcis, rigoureusement entraînés, prêts à tout. Mais cette image, de la pure propagande, conçue pour intimider les adversaires étrangers et assurer la loyauté intérieure, elle masque une réalité fragile. La plupart des soldats nord-coréens n'ont pas connu de véritables combats depuis près de 70 ans. Leur dernière grande guerre, la guerre de Corée, 1950-1953, menée avec des tactiques conventionnelles, bien éloignées de l'artillerie pilotée par intelligence artificielle, de la guerre par drone et des cyberattaques d'aujourd'hui. Un rapport de défense sud-coréen de 2024 révèle que la doctrine militaire nord-coréenne accuse un retard de 30 à 40 ans par rapport aux normes mondiales. Bien que Pyongyang se vante d'une armée permanente massive d'1,3 million soldats, son équipement, sa stratégie et sa connaissance du champ de bataille sont dépassés. Cela est devenu évident lorsque les troupes nord-coréennes ont connu leur premier vrai combat en Ukraine. Les commandants russes pensaient d'abord qu'elles apporteraient discipline et résilience, des qualités absentes chez les conscrits mal entraînés de Moscou. Mais au lieu de renforcer les lignes de front, les forces nord-coréennes sont rapidement devenues un fardeau. Elles ont eu du mal à utiliser des armes inconnues. Formées aux tactiques de l'ère soviétique, elles ont soudainement dû manier des fusils modernes, une artillerie avancée et des outils de guerre électroniques, sans la moindre préparation. Pire encore, elles n'avaient aucune expérience face aux drones. Elles ont paniqué dès la première attaque aérienne, incapables de l'anticiper ou de l'éviter. Le champ de bataille lui-même était totalement étranger. Le climat ukrainien et les combats urbains rapides posaient des défis pour lesquels elles n'avaient jamais été entraînées. La confusion s'est intensifiée, forçant les commandants russes à affronter une vérité brutale. Au lieu de renforcer les défenses, les troupes nord-coréennes les affaiblissaient. L'un des incidents les plus choquants, un soldat nord-coréen, sur le point d'être capturé, a dégoupillé une grenade sous son menton. Ces derniers mots, un cri pour Kim Jong-un. Pour le Kremlin, cela n'était plus tenable. Fin janvier 2024, les renseignements ont confirmé que les unités nord-coréennes étaient discrètement retirées du front. Elles représentaient un risque trop grand. Mais que se passe-t-il lorsque les soldats les plus loyaux de Corée du Nord tombent aux mains de l'ennemi? Certains ont refusé de se rendre, choisissant un destin que personne n'aurait imaginé. Avant d'explorer cette décision extrême, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Cela nous aide à révéler les conflits cachés que le monde doit voir.
Les images capturées et les témoignages directs des forces ukrainiennes confirment une réalité dure. Les soldats nord-coréens ne sont pas psychologiquement préparés à cette guerre. Contrairement aux conscrits russes, qui se rendent souvent lorsqu'ils sont dépassés, les troupes nord-coréennes ont été conditionnées depuis l'enfance à croire que la capture est pire que la mort. En Corée du Nord, se rendre signifie une honte à vie, non seulement pour le soldat, mais aussi pour toute sa famille, et ce sur plusieurs générations. Un rapport de janvier 2024 du ministère ukrainien de la Défense indique qu'au moins 2 douzaines de soldats nord-coréens ont été capturés le mois dernier. Beaucoup étaient grièvement blessés et incapables de résister. D'autres ont été retrouvés désorientés après que des frappes de drones ont anéanti leurs unités. Mais pour eux, la reddition n'est pas une option. Contrairement aux prisonniers de guerre russes, les captifs nord-coréens refusent de parler. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Pyongyang, un soldat capturé est un traître. Leur famille risque de terribles représailles en Corée du Nord. Pour ces soldats, mourir au combat est le seul moyen de protéger leurs proches. Cela soulève une question glaçante. Se battent-ils pour survivre ou simplement par terreur de ce qui les attend chez eux? Pendant des décennies, la Corée du Nord a présenté ses soldats comme des guerriers invincibles. Mais aujourd'hui, les images de prisonniers de guerre blessés et terrifiés brisent ce mythe. À l'intérieur du pays, les médias d'État ont totalement effacé toute mention de leur déploiement. Un signe évident du désespoir du régime qui tente à tout prix de contrôler le récit officiel. Capturés, blessés ou préférant la mort à la reddition, les soldats nord-coréens en Russie avaient déjà atteint un point de rupture. Mais la situation a encore empiré lorsqu'ils ont retourné leurs armes contre leurs propres alliés. Les troupes nord-coréennes ne luttaient pas seulement contre les forces ukrainiennes hautement entraînées. Elles attaquaient par erreur des soldats russes et chinois. Le problème? Un interprète pour 30 soldats nord-coréens. Sur un champ de bataille où chaque seconde compte, cette barrière linguistique a été catastrophique. Les ordres ont été mal compris. La coordination est devenue chaotique et dans la confusion de la guerre, les soldats nord-coréens ont pris leurs alliés russes et chinois pour l'ennemi. Dans une transmission radio divulguée, un officier russe a crié « Ils nous tirent dessus ! Ils ne comprennent rien ! Faites-les quitter le front !» Au lieu de renforcer les lignes, les troupes nord-coréennes étaient devenues un fardeau. Les commandants russes, déjà en difficulté pour maintenir l'ordre parmi leurs propres forces épuisées, ne pouvaient pas se permettre un tel risque. Fin janvier 2024, plusieurs sources, y compris les services de renseignement sud-coréens et des analystes de la défense occidentaux, ont confirmé que la Russie avait commencé à retirer discrètement les troupes nord-coréennes des premières lignes. Avec des soldats jugés inefficaces, la Russie se retrouve face à un choix difficile. Va-t-elle tenter de les réentraîner et de les redéployer, ou bien est-ce la fin de l'implication nord-coréenne dans cette guerre? Pendant ce temps, Kim Jong-un reste silencieux et les médias d'État nord-coréens évitent toute mention du conflit. Qu'en pensez-vous? Cette mission était-elle vouée à l'échec dès le départ, ou la Corée du Nord pourrait-elle encore jouer un rôle dans cette guerre? Dites-le-moi en commentaire. Que se passe-t-il lorsqu'un dictateur obsédé par la force fait face à une humiliation internationale? Pendant des décennies, la Corée du Nord a soigneusement entretenu son image militaire. Une armée de guerriers invincibles, redoutés par leurs ennemis, prêts à mourir pour leurs dirigeants. L'idée que les troupes nord-coréennes n'aient pas été anéanties, mais plutôt retirées après avoir semé le chaos dans les rangs russes est une réalité que Pyongyang ne peut se permettre d'admettre. Les médias d'État n'ont jamais reconnu avoir envoyé des troupes en Russie, ce qui signifie que toute mention de leurs difficultés, de leurs pertes ou de leurs échecs serait considérée comme une honte nationale. Selon des rapports de 2024, issus des services de renseignement sud-coréens, la Corée du Nord a renforcé sa censure interne, interdisant toute discussion sur la guerre en Ukraine. Les citoyens ignorent même que leurs soldats ont été déployés, et encore moins qu'ils ont été retirés. Plutôt que d'admettre un échec, les médias d'État pourraient présenter ces soldats comme des volontaires héroïques ayant accompli leur mission avant de rentrer victorieux. Pyongyang a déjà utilisé cette stratégie.
En 2014, lorsque des pilotes nord-coréens auraient été formés en Syrie, les médias d'État ont tout simplement ignoré leurs pertes. Beaucoup supposent que Kim Jong-un enverra plus de troupes pour corriger ses erreurs, mais il pourrait faire le contraire. Si la Russie ne fait plus confiance aux forces nord-coréennes, Kim pourrait discrètement mettre fin au déploiement et concentrer son attention ailleurs. Plutôt que d'envoyer des soldats, la Corée du Nord pourrait augmenter ses expéditions d'armes, roquettes, obus d'artillerie et drones à destination de la Russie en échange de ressources. Cela permettrait à la Corée du Nord de rester impliquée dans la guerre sans risquer une nouvelle humiliation militaire. Kim Jong-un tente peut-être de masquer l'échec de son armée, mais il n'est pas le seul dirigeant à en subir les conséquences. Le pari de Poutine sur les forces nord-coréennes s'est retourné contre lui, provoquant un changement géopolitique majeur. La Russie avait besoin d'hommes. Avec son armée épuisée et subissant de lourdes pertes, Poutine s'est tourné vers la Corée du Nord pour obtenir des renforts disciplinés. Mais au lieu de stabiliser le front, les troupes nord-coréennes ont ajouté au chaos. Incidents de tirs fratricides, erreurs de communication et conflits internes les ont rendus plus nuisibles qu'utiles. Désormais, alors que les forces nord-coréennes se retirent discrètement, la Russie se retrouve sans les renforts sur lesquels elle comptait. Il ne s'agit pas seulement d'un échec sur le champ de bataille, c'est un désastre stratégique. La dépendance de la Russie envers des alliés non conventionnels, comme la Corée du Nord, est le signe d'une inquiétante désespération. Le retrait des troupes fragilise l'affirmation de Poutine selon laquelle la Russie contrôle la guerre. Pendant ce temps, les États-Unis resserrent leur étau. Dès le début de 2024, alors que les premiers rapports sur le déploiement nord-coréen émergeaient, l'administration Biden et les dirigeants du Congrès ont commencé à discuter de nouvelles sanctions ciblant à la fois Moscou et Pyongyang. Ces mesures comprennent le blocage des transferts d'aide militaire, le gel des actifs des entreprises facilitant les expéditions d'armes et l'imposition de sanctions secondaires aux nations soutenant l'implication de la Corée du Nord. L'ancien président Donald Trump, espérant un retour au pouvoir, a déjà laissé entendre qu'il adopterait des politiques encore plus strictes à l'égard de la Russie. Lors d'une interview sur Fox News avec Volodymyr Zelensky, Trump a critiqué la dépendance de Poutine envers la Corée du Nord, y voyant un signe de faiblesse. Pour Poutine, la menace est sérieuse. Si Trump revient au pouvoir en 2025 et impose des sanctions plus dures, l'économie russe, déjà en difficulté sous les restrictions actuelles, pourrait subir un coup encore plus dur. Alors que la position de la Russie s'affaiblit et que la pression américaine s'intensifie, Kim Jong-un pourrait voir une opportunité de se retirer. Plutôt que de persister, la Corée du Nord pourrait passer du déploiement de troupes à la simple fourniture d'armes. Ce changement permettrait à Pyongyang de tirer profit de la guerre sans sacrifier davantage de soldats. Une manœuvre calculée pour soutenir la Russie tout en évitant une humiliation militaire supplémentaire. Avec les troupes nord-coréennes échouant sur le champ de bataille et la Russie les retirant discrètement, Pyongyang pourrait réorienter sa stratégie vers une approche plus clandestine, exploitant sa main-d'œuvre expatriée et ses réseaux de renseignement pour tirer des avantages économiques et stratégiques de la guerre. Alors que la plupart considèrent l'implication de la Corée du Nord en Ukraine comme purement militaire, il existe une autre dimension à cette histoire. Depuis des années, la Corée du Nord envoie des milliers de travailleurs à l'étranger pour générer des devises fortes pour le régime. Ces ouvriers stationnés en Russie, en Chine et dans certaines régions du Moyen-Orient sont principalement employés dans la construction, l'exploitation forestière, l'extraction minière et le travail en usine. Malgré les sanctions de l'ONU interdisant à la Corée du Nord d'exporter de la main-d'œuvre, la Russie continue d'employer des travailleurs nord-coréens, offrant ainsi à Pyongyang une bouée financière essentielle. Un rapport de 2024 du ministère sud-coréen de l'unification estime que 20 000 à 50 000 travailleurs nord-coréens se trouvent actuellement en Russie. Leurs salaires sont en grande partie confisqués par le régime. Seule une infime portion leur revient directement. Ces fonds alimenteraient les programmes d'armement nord-coréens et les projets militaires d'élite. Officiellement, ces travailleurs exercent un emploi manuel.
Mais des spéculations grandissantes suggèrent que certains pourraient également être impliqués dans des opérations de renseignement. Étant donné le contrôle strict que la Corée du Nord exerce sur ses citoyens à l'étranger, il est probable que certains de ses ouvriers soient des agents formés, chargés de surveiller les activités militaires russes, de collecter des renseignements sur les armes occidentales en Ukraine ou de traquer les déserteurs. Un rapport de 2023 du service de recherche du Congrès des États-Unis a mis en garde contre la longue tradition de la Corée du Nord d'infiltrer des agents de renseignement au sein de sa main-d'œuvre expatriée. Les témoignages de déserteurs révèlent que certaines missions incluaient la surveillance de bases militaires étrangères, l'identification de cibles pour des cyberattaques et l'évaluation des opinions politiques étrangères. Si cela s'avère vrai, une question cruciale se pose. Les forces nord-coréennes en Russie sont-elles là uniquement pour combattre, ou récoltent-elles aussi des renseignements stratégiques pour Pyongyang? Face au revers militaire, Kim Jong-un pourrait repositionner discrètement le rôle de son pays dans cette guerre. Si l'intervention militaire directe a échoué, la Corée du Nord pourrait se tourner vers l'espionnage, la contrebande d'armes et l'exploitation économique pour conserver son influence dans l'effort de guerre russe. Pour la Corée du Nord, la guerre ne se résume pas à une question de stratégie ou de puissance, c'est une question de sacrifice, de loyauté et de survie. Les soldats nord-coréens ne sont pas seulement formés au combat, ils sont conditionnés à une obéissance absolue. Dès l'enfance, ils apprennent que leur devoir suprême est de protéger Kim Jong-un à tout prix. L'entraînement militaire leur inculque une dévotion fanatique, la conviction que mourir pour leur leader est un honneur, et que se rendre est un destin pire que la mort. Aujourd'hui, ces mêmes soldats sont projetés sur le champ de bataille brutal et imprévisible d'Ukraine. Une guerre sans commune mesure avec celle pour laquelle ils ont été formés. Il n'y a pas de ligne de front claire, pas d'ennemis dissimulés dans des tranchées, seulement des drones traquant d'en haut, des frappes d'artillerie venant de plusieurs kilomètres et des ordres qu'ils comprennent à peine. Des escouades entières sont anéanties en quelques secondes par des armes dont ils ignoraient l'existence. Comparons cela aux conscrits russes qui combattent à leur côté. Beaucoup de soldats russes ont été mobilisés de force avec un entraînement minimal, envoyés en première ligne avec une réalité glaçante. Une espérance de vie de 3 jours. Mais à la différence des troupes nord-coréennes, ils redoutent davantage la mort que la capture. Des milliers se sont rendus, réalisant que leurs chances de survie étaient meilleures en tant que prisonniers qu'en tant que soldats. Selon les renseignements ukrainiens, au début de 2024, des unités russes entières ont abandonné leur position, refusant de mourir pour une guerre en laquelle elles ne croient pas. De l'autre côté, les forces ukrainiennes se battent pour leur survie, leur patrie et leur famille. Leur détermination ne repose pas sur de la propagande, elle repose sur des enjeux réels. Ils connaissent le terrain, s'adaptent rapidement à la guerre par drone et ont un objectif clair: défendre leur pays à tout prix. Les troupes nord-coréennes sont entrées dans cette guerre en croyant en leur force, leur mission, leur invincibilité. Aujourd'hui, elles sont brisées, démoralisées et retirées discrètement du champ de bataille. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.